Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire. C'est un chapitre de CAP deuxième année, le thème 2, la France de la Révolution française à la Ve République, l'affirmation démocratique. Et ici, au CFA, nous l'avons coupé, ce chapitre, comme il était un peu gros, on l'a coupé en 3 parties. D'abord la Révolution française et l'Empire, ensuite le 19e siècle, et puis de 1940 jusqu'à aujourd'hui avec la chute de la République et sa reconstruction. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le premier chapitre de la Révolution française à l'Empire. Si vous avez votre petite feuille avec vous, il doit ressembler à ça, le chapitre. Et je vais vous faire les vidéos en fonction de ce qu'on fait en cours. C'est-à-dire que ce chapitre, on le fait en 4 parties. On le fait 4 fois à 4 cours différents. Donc, je vais m'arrêter à chaque fois sur ce qu'on fait en cours. Comme ça, si vous êtes absent, vous savez exactement ce que vous avez loupé, le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième morceau. Alors, d'abord, nous allons parler de la Révolution française et de l'Empire. La question que je pose en cours, c'est qu'est-ce que vous évoque ce chapitre? Et là, chaque élève met sur sa feuille, sur ses petits pointillés en guise de prélude, ce qu'il veut. Donc là, vous pouvez noter tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez pensé à un personnage en particulier? Est-ce que vous pensez à un événement en particulier? Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous ne mettez rien, c'est pas grave. Ça veut dire que vous allez apprendre énormément de choses dans ce chapitre. Alors, première partie du cours. Grand 1, la Révolution française. Il y a beaucoup de petites vidéos, il y a quelques petites vidéos dans ce chapitre qui sont donc extraits de ce film, La Révolution française, qui est un film qui a été fait en 1989 pour les 200 ans de l'anniversaire de la Révolution. Vous reconnaîtrez peut-être des acteurs que vous connaissez. Donc, la Révolution française, ça dure à peu près une dizaine d'années. C'est une période très mouvementée où il va se passer beaucoup de choses. Donc je vais essayer moi de vous le synthétiser parce que le but c'est pas que vous soyez expert dans la Révolution française, c'est que vous compreniez les grandes lignes pour pouvoir comprendre ce qui dans la Révolution française fait partie de l'affirmation démocratique. Alors, on part en 1789. On est en 1789 au XVIIIe siècle en France et la situation elle est pas très bonne d'un point de vue déjà financier. Si vous regardez ce schéma, vous voyez que la France dépense beaucoup plus qu'elle ne rentre d'argent. Hein, ici, plus de dépenses que de recettes. Alors, il y a beaucoup de dépenses, bien sûr, les dépenses civiles, hein, les travaux publics, c'est-à-dire construire des bâtiments, l'instruction publique, donc l'école, et puis aussi le fonctionnement de la cour, les privilèges, etc. Les dépenses militaires sont extrêmement élevées, mais ça peut s'expliquer par l'engagement de la France dans la guerre d'indépendance américaine qui a lieu en 1776 et les Français ont aidé les Américains, ont envoyé des soldats, des militaires pour aider les Américains, donc ça a demandé beaucoup d'argent. Et puis vous voyez la dette, c'est-à-dire qu'en fait la France s'endette ici, mais ce qui lui coûte le plus cher, c'est la dette. C'est un cercle vicieux parce qu'elle a beaucoup de choses de remboursement d'emprunts qu'elle doit faire. Et de l'autre côté, ce qui rentre, ce sont les impôts direct ou indirect, et puis d'autres recettes qui peuvent être la loterie déjà, à l'époque, le loto, ça rapportait de l'argent à l'État, et les revenus du domaine royal, c'est-à-dire les terres qui appartenaient directement au roi, eh bien, il en tirait des revenus. Donc déjà, la France, 1788-1789, financièrement, elle va pas très bien. En plus de ça, en 1789, ça fait plusieurs années que il y a eu de mauvaises récoltes. Et qui dit mauvaise récolte dit peu de blé, peu de céréales. Donc, ça commence à être un petit peu difficile. Il y a des endroits en France où ça commence à être la disette, c'est-à-dire qu'on manque de pain. Les gens commencent à avoir faim. Il n'y a plus beaucoup de pain. Dans Paris, il va y avoir des problèmes où il n'y va plus y avoir de pain. Donc, le roi de l'époque, Louis XVI, voilà, c'est lui, va voir son ministre des Finances, Necker, voilà, c'est lui, pour essayer de trouver une solution à ce problème de pain et notamment le problème de l'endettement. Donc, on lui dit, il faut qu'il y ait plus d'argent qui rentre. Et pour qu'il y ait plus d'argent qui rentre, eh bien, il faut de nouveaux impôts ou augmenter les impôts. Sauf que le roi, même si c'est le roi, il ne peut pas faire ça tout seul. Pour pouvoir augmenter les impôts ou créer un nouvel impôt, eh bien, il doit demander l'avis aux États généraux.
Donc ici dans votre cours, vous avez une petite vidéo en bleu, l'ouverture des états généraux. Vous regardez la vidéo, je vais vous la lancer. Si jamais elle se coupe au montage, ce qui est possible, vous pourrez la retrouver sur YouTube ou sur le diaporama que je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc on regarde la vidéo, on répond aux questions. Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique? Oui, monseigneur. Le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir? Comment, Les députés avant du tiers-État, toute chose, monseigneur. ne rendrais-je pas hommage C'est quoi le au tiers-État? génie français? Tous ceux qui ne sont ni nobles, Ce ni génie prêtres. Incomparable. qui Cela fait beaucoup pourvoit de à monde. tout, sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par Sa Majesté en états généraux, que chacun des trois ordres délibère séparément. Alors, ici on voit l'ouverture des états généraux. Donc, vous avez les petites questions en dessous. Vous pouvez mettre pause à n'importe quel moment dans la vidéo et regarder, revenir en arrière et renoter ce que vous voulez. Donc, première question, on demande que déclare le roi à l'ouverture des états généraux? Eh bien, il déclare qu'il est le premier ami de son peuple, donc le meilleur ami de son peuple. Qui est Lafayette? On voit à un moment donné le général Lafayette, eh bien c'est le héros de l'Amérique justement que je vous parlais tout à l'heure. C'est un général, c'est lui qui a été impliqué dans la guerre d'indépendance américaine et c'est un héros français qui a aidé les Américains dans leur guerre d'indépendance. Qu'est-ce que le tiers-État? Eh bien, ce sont tous ceux qui ne sont pas nobles et qui ne sont pas dans le clergé, qui ne sont pas religieux. Donc c'est la majorité de la population de l'époque, c'est plus de 90% de la population, c'est le tiers-État, c'est-à-dire le troisième État, le troisième ordre. Qui est le jeune garçon qui pose cette question? Eh bien, c'est le fils du roi, qu'on appelle à l'époque le dauphin. On voit qu'il est malade. D'ailleurs, il va mourir pendant la Révolution française. Mais le roi a un deuxième fils pour lui succéder. Et quel est le statut de Robespierre? Maximilien Robespierre, on le voit ici, il est député du tiers-État. Retenez bien Robespierre puisqu'on va en reparler régulièrement dans le chapitre. Alors, les États généraux, voilà, on les a vus. Ils sont dans cette grande salle à Versailles. Le 5 mai 1789, c'est l'ouverture des États généraux. Ici, on voit donc les députés du clergé, qui sont 291, qui représentent 0,5% de la population. Ici, on a les députés de la noblesse qui représentent 1,5% de la population. Et ici, vous avez les députés du tiers-État qui représentent 98% de la population. Ils sont 578. Et ils sont tous là et le roi est ici. Donc, le roi demande la levée de nouveaux impôts ou l'augmentation des impôts. Alors, le clergé et la noblesse, eux, ils vont plutôt voter oui, parce qu'eux, ils ne payent pas d'impôts. Donc, ils sont d'accord pour payer de nouveaux impôts, ils n'en payent pas, eux, donc ils vont demander au tiers-État d'en payer. Le tiers-État, déjà, vous avez vu, on a vu qu'ils n'applaudissaient pas quand le roi a fait son discours. Eux, ils représentent ceux qui ne sont ni nobles ni religieux, et eux, ils viennent dire au roi, non, le peuple est déjà en train de pratiquement mourir de faim, il n'y a plus de pain, les récoltes sont mauvaises, les gens ont moins d'argent, on a déjà beaucoup d'impôts, vous ne pouvez pas demander de nouveaux impôts.
Et vous allez me dire, ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Donc normalement, si eux votent non, ça devrait être non. Sauf que c'est pas comme ça qu'on votait à l'époque. À l'époque, on votait par ordre. C'est-à-dire que le clergé tous ensemble, ça fait une voix. La noblesse tous ensemble, ça fait une voix. Donc clergé et noblesse, ils votent toujours à peu près la même chose. Eux, ils vont voter oui, vous pouvez mettre des nouveaux impôts. Et le tiers-état, eux, ils votent et ça fait une voix. Donc même s'ils sont plus nombreux, ça compte pas. Ils comptent pour un seul État, et là, ça compte 2 États. Donc le tiers-État, la première chose qu'il va demander, c'est ce changement. Le changement, on ne vote plus non par ordre, mais de voter par tête, par nombre de personnes. Et dans ce cas-là, eux, ils gagneraient puisqu'ils sont 578 et qu'en plus, dans la noblesse et dans le clergé, il y avait des gens qui étaient d'accord avec ces idées-là aussi. Il ne faut pas croire que tout un ordre votait, avait tous les mêmes idées. C'est comme aujourd'hui dans les partis politiques. Donc, le peuple, il est de plus en plus mécontent. On le voit ça dans les cahiers de doléances. Les cahiers de doléances, vous les verrez dans les ateliers. Ce sont des cahiers que le roi il avait envoyés dans les paroisses, dans les églises, et les gens pouvaient aller signer et noter ce qui n'allait pas, dire ce qu'ils voulaient changer dans le royaume. Aux États généraux, on demande donc le vote par tête. Le roi n'est pas trop d'accord et ça commence à un petit peu chauffer, on va dire, à Versailles. Ça chauffe tellement qu'à un moment donné, le roi dit je refuse que le tiers-état se réunisse dans leur salle. Ils sont en train de devenir un peu violents, donc je refuse qu'ils se réunissent. Eh bien, les députés du tiers-état et certains des députés de la noblesse et du clergé ont dit ah oui, d'accord, vous ne voulez pas qu'on se réunisse, c'est pas grave, on va aller se réunir ailleurs. Et ils sont allés juste à côté à Versailles dans la salle du jeu de paume. Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage! Au jeu de paume! Bailly a raison! Au jeu de paume! Allez, assez joué dehors, messieurs! Au vestiaire, messieurs. Bailly, à vous la parole! Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Alors, c'est un gymnase, tout simplement. C'est là où les gens jouaient au jeu de paume. C'est l'ancêtre du tennis. Donc, ils arrivent dans cette salle, ils enlèvent le filet, ils demandent aux gens qui sont en train de jouer, de faire leur sport, de partir. Et ils se mettent tous ici. Et ils décident de prêter un serment, dont le nom, le serment du jeu de paume. Là, on est en juin 1789. Ils prêtent serment de ne pas se séparer tant qu'ils n'ont pas donné à la France une constitution, c'est-à-dire un système, un texte qui dira ce que le roi a le droit de faire et ce que l'Assemblée nationale a le droit de faire, les députés ont le droit de faire. Et eux, ils se constituent en Assemblée nationale. Ici, on retrouve Robespierre. On va retrouver d'autres personnages de la Révolution française, notamment Mirabeau, Bailly. Et puis au milieu, on retrouve vraiment des personnages qui vont représenter la noblesse, le clergé, le tiers-état au milieu du tableau. Et puis après, ici, on a rajouté le vent, la lumière qui symbole de la liberté. Voilà, c'est le tableau qui a été fait, bien sûr, après, par David. Donc là, on est en juin 1789, ça commence un petit peu à chauffer. Pour certains historiens, le début de la Révolution française, c'est vraiment ça, c'est le serment du jeu de paume où les gens décident ne sont plus d'accord avec le système de la monarchie tel qu'il était écrit.
Et il prête donc ce serment d'essayer de trouver une constitution pour la France. Pendant ce temps-là, les tensions vont continuer à monter et le peuple, lui, il y a toujours des tensions parce qu'il a toujours faim, il y a toujours des problèmes de pain dans Paris et le peuple commence à devenir parfois un petit peu violent. Donc le roi, quand il voit ça, il demande d'envoyer l'armée. Le roi fait envoyer des troupes autour de Paris et là, les Parisiens, ils ont peur, ils veulent se défendre, donc ils vont aller chercher les armes qui sont aux invalides, hein, des baïonnettes, des armes pour se défendre, et pour mettre dans les baïonnettes, ils ont besoin de poudre à canon. Et la poudre, eh bien, elle est à la Bastille. Donc c'est pour ça que le 14 juillet 1789, les Parisiens, une partie des Parisiens, il ne faut pas croire que la Révolution, c'est tout le monde qui s'est soulevé, hein, c'est une partie, ils vont à la Bastille chercher la poudre. Deuxième petite vidéo, pareil, avec les petites questions à répondre, on y va. Beau travail, lieutenant. Des problèmes? Un seul, monsieur. Si j'en donne l'ordre, est-ce qu'ils tireront? Vos Suisses, sûrement. Probablement. Mais vos propres hommes, vous pourriez en jurer? Bastille! Nous voulons la Bastille! Viens avec moi! Regardez! Ils reculent les canons! C'est pour les charger! Ils vont tirer! Il faut retenir le district! Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Alors, on répond maintenant aux petites questions. Donc, quel est le problème selon le lieutenant? Eh bien, le problème, c'est qu'il pense que ses gardes, ses propres gardes, qui sont aussi des Français, des Parisiens, ne tireront peut-être pas sur le peuple qui est désarmé et qui demande simplement de la poudre pour pouvoir se défendre. Que demande le peuple? Eh bien, le peuple, il demande de la poudre, il veut la Bastille, mais il veut pas la prison de la Bastille, il s'en fiche des prisonniers qu'il y a dans la Bastille et de la prison. Ce qu'il veut, lui, c'est la poudre qui est à l'intérieur de la Bastille, qui est une prison royale. Qu'est-ce que Louis XVI écrit sur son journal à la date du 14 juillet? Il écrit rien. Alors, c'est drôle, parce que nous, on sait aujourd'hui que c'est devenu une date importante le 14 juillet, puisque c'est même aujourd'hui notre fête nationale, mais attention, il faut savoir quand même que c'était son journal de chasse. Quand il écrit rien, c'est simplement qu'il n'a rien chassé ce jour-là, donc il écrit rien dans son journal, mais c'est voilà, c'est un petit peu drôle. Qu'est-ce qui arrive au gouverneur de la prison, qui s'appelle Delaunay? À la fin de la journée, eh bien, on voit que la prise de la Bastille, ça a été un massacre, puisque il y a beaucoup de gens qui sont morts, et notamment le gouverneur de la prison qui est mort décapité, et on a mis sa tête au bout d'une pique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à l'époque de la Révolution française. Vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui vont finir avec leur tête au bout d'une pique. Et j'en profite pour vous dire que l'époque de la Révolution française est une époque extrêmement violente et extrêmement sanglante. Aujourd'hui, on l'étudie parce que ça apportait des choses qu'on a gardées
qu'on verra au fur et à mesure du chapitre, mais il ne faut pas oublier que ça a été quelque chose quand même d'extrêmement violent et d'extrêmement sanglant. Que vient-on dire au roi dans la nuit? Eh bien, on vient lui dire que le peuple a pris la Bastille et que c'est le début d'une révolution. Et on voit très bien la réaction de Louis XVI, qui comprend pas très bien, presque il rigole, il dit pourquoi ils ont pris la Bastille, c'est bizarre. Le roi, en fait, c'est un peu ce comportement-là qu'il va avoir pendant toute la Révolution française. Il est décalé, il comprend pas ce qui se passe. Mais il faut bien comprendre que Louis XVI, toute sa vie, on l'a éduqué pour devenir un roi de droit divin. C'est-à-dire qu'il pense que c'est Dieu qui lui a donné son pouvoir. Donc, quand on lui dit qu'il va devoir partager le pouvoir avec le peuple, quand on lui dit qu'il va y avoir une assemblée nationale et que les gens ne sont pas d'accord avec lui, il ne comprend pas ça et il l'accepte absolument pas. Et c'est le gros problème que va avoir Louis XVI. Mais attention, en histoire, il n'y a pas de gentils et il n'y a pas de méchants. Hein, faites bien attention à ça. Très bien. La première partie du cours, elle s'arrête ici. En cours, quand on fait le premier cours, on s'arrête là. Donc j'arrête cette vidéo ici et vous aurez la suite dans la deuxième partie. Donc H2A, la Révolution et l'Empire, partie 2.